En direct à LCN. Parlementaire à Ottawa, une grave crise diplomatique là, qui s'invite à la table. Donc, coup de théâtre en chambre, Justin Trudeau qui a annoncé qu'on soupçonne New Delhi d'être derrière le meurtre d'un dirigeant de la communauté sikh de la Colombie-Britannique en juin dernier. C'est là-dessus que notre joute des analystes commence en ce lundi 18 septembre. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, la ministre Mélanie Joly l'a annoncé il y a peut-être une heure, l'avoir expulsé un diplomate indien, là, sans attendre. Paul, on peut imaginer là, qu'on a des preuves assez sérieuses, assez importantes pour aller si loin là, dans les allégations et les gestes posés aussi. Non, c'est clair qu'à Ottawa, on est convaincu de l'implication du gouvernement indien, ne serait-ce que par la forme avec laquelle la nouvelle a été annoncée. Là, on voit les ministres Joly et Leblanc, mais c'est le premier ministre lui-même, là, par le biais d'une déclaration à la Chambre des communes, après la période de questions, qui a informé les Canadiens. Il avait parlé au chef de l'opposition préalablement. Il faut comprendre aussi de ce dont il est question ici. Risque d'en avoir d'énormes conséquences. On en reparlera, mais ça s'est produit le 18 juin dernier à Surrey, pas très loin de Vancouver. Donc, l'assassinat devant son temple d'un militant sikh qui était aussi citoyen canadien. Donc, si on résume les faits, le gouvernement canadien qui soupçonne, entre guillemets, le gouvernement indien, parce qu'on parle d'agents du gouvernement indien qui auraient assassiné un citoyen canadien en sol canadien. Les ingrédients, c'est un peu un mauvais film d'espionnage, mais les ingrédients sont réunis pour une sérieuse crise diplomatique. Mario, il arrive de l'Inde, M. Trudeau. Donc, on comprend qu'il a discuté tout ça avec son homologue là-bas. Ouais. On comprend peut-être mieux pourquoi la rencontre a été assez froide, que M. Modi ne voulait pas organiser une rencontre trop chaleureuse. C'est une rencontre brève dans un lieu, là, quasiment dans un coin de corridor. On n'a pas voulu faire la grosse rencontre puis le gros accueil. Là. Peut-être parce qu'on savait là, qu'il y avait cette zone de tension-là. Mais moi, je suis d'accord avec Paul. J'ai trouvé que le moment était hautement solennel. Là. D'ailleurs, on s'attendait à une période de questions, à une rentrée parlementaire sur le ton de la partisanerie. Puis à cause de ça, M. Trudeau, très solennel, annonce ça. Puis je pense que tout le monde qui est assis là, dans la Chambre des communes est bien conscient de ce que ça représente pour le futur des relations, au moins à court et moyen terme. Le refroidissement des relations entre l'Inde et le Canada, les impacts diplomatiques. M. Poilievre qui dit finalement qu'il va dans le même sens que Justin Trudeau, appuie la démarche du premier ministre, parle d'unité du pays. Ça a changé complètement la donne. Là. Oui, Emmanuel. Moi, je pense cependant qu'on n'aurait pas eu cette sortie du premier ministre aujourd'hui de la façon dont ça a été fait si le gouvernement Trudeau n'avait pas été plongé dans un scandale d'ingérence étrangère et qu'on ne l'avait pas accusé pendant un an d'avoir été mollasson face à ça. Il faut quand même comprendre que ça fait un an presque que le gouvernement dit aux Canadiens on ne peut pas vous en parler, on ne peut jamais mettre des allégations sur la place publique parce que ça révélerait nos sources, ça compromettrait la sécurité nationale, etc. Et là, qu'est-ce qu'a fait M. Trudeau aujourd'hui? Il s'est levé en chambre et il a fait ce qu'il dit qui est impossible à faire depuis un an. Qu'est-ce que c'est, ça, pour le gouvernement? C'est une façon très, très solennelle, très efficace en même temps, je trouve, d'envoyer le signal aux Canadiens qu'il a appris sa leçon et qu'il va falloir que l'État canadien change sa façon d'aborder ces enjeux-là et que sur certains aspects, des fois, c'est nécessaire d'informer les Canadiens et en même temps, objectivement, en termes de relations internationales et de risques commerciaux, diplomatiques, etc., c'est plus facile de le faire contre l'Inde sur un enjeu où on protège une communauté qui est hyper importante au Canada que de le faire face à un pays aussi susceptible et aussi objectivement dangereux en termes de rétaliation que l'est la Chine. Mais en même temps, on parle ici d'un meurtre, là, d'un citoyen canadien, un meurtre commandité et perpétré en sol canadien. Il n'y a pas un pays au monde qui peut, bien sûr, accepter ça. Oui, on va comment va réagir aussi le gouvernement indien. Restons à Ottawa, si vous le voulez bien, pour voir ce que vous avez pensé de cette convocation là, des patrons des 5 grandes chaînes d'épicerie du pays, les Canadiens qui ont de plus en plus de mal à assumer la facture. On écoute un extrait suivi du ministre Champagne. Les légumes, ça, c'est cher. La viande, ça, c'est cher. Le poisson, ça, c'est cher. Je peux pas manger du bon manger. On vient d'avoir une rencontre aujourd'hui qui va permettre de développer un plan pour stabiliser les prix au Canada. Bon, le gouvernement attend un plan détaillé là, d'ici l'Action de grâce. Emmanuel, est-ce qu'on pèle des nuages? Est-ce que c'est du sérieux, du concret qui va sortir de ça ou on fait du théâtre comme accuse d'opposition?
Quand M. Trudeau se lève en chambre et dit que si les grandes bannières ne baissent pas les prix, le gouvernement va le faire. Là, aux dernières nouvelles, on n'est pas un pays communiste, puis le gouvernement canadien ne va pas fixer les prix à l'épicerie. Ceci étant dit, moi, j'applaudis la démarche du ministre Champagne dans le sens que, objectivement, s'il croit pouvoir avoir des résultats maintenant, on pose la question à savoir pourquoi le gouvernement ne l'a pas fait il y a 6, 7, 8 mois. En même temps, le discours de M. Champagne a évolué. On n'est plus dans le principe que c'est les grandes bannières, les méchantes coupables, puis que c'est elles qui vont tout résoudre à elles seules. Il y a un aveu de la part du gouvernement qui est implicite, qui n'est pas dit trop fort, mais qu'objectivement, les marges des grandes bannières, c'est probablement pas là qu'on va aller vraiment tout faire pour baisser les prix et qu'on peut pas juste leur casser du sucre sur le dos à elles sans s'attaquer à l'éléphant dans la pièce. Puis il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est évident. C'est les grandes multinationales. Nestlé, Unilever, Kraft. La France est en guerre contre eux depuis des mois et ne réussit pas à avoir gain de cause. C'est ce qui fait dire au ministre Champagne qu'il va falloir qu'on ait presque une coalition internationale sur cette cause-là. Alors, Paul? Il y a beaucoup de travail à faire. Paul, là-dessus? En même temps, il y a comme... On voyait le ministre Champagne, il faisait chaud pour lui à son point de presse, là, parce qu'au fond, grand spectacle, qu'on va quand même pas rien, là, les dirigeants de plusieurs grandes chaînes, dont Éric Laflèche du groupe Métro, qui a dit que nos marges de profit ont baissé, alors que Justin Trudeau disait exactement le contraire. Écoutez, s'il s'agit d'un ballon politique, M. Champagne va devoir agir vite, parce qu'un ballon politique, ça peut monter vite, mais ça peut redescendre vite aussi. Donc, l'action de grâce, ça vient vite, là. Ça peut nous exploser sur le nez, Mario. Oui, mais c'est quand même de la belle politique, là. La rentrée aujourd'hui, là, il rentrait à la Chambre des communes à 14 heures. T'sais, à 11 heures, 3 heures avant, là, les grands de l'alimentation, les PDG qui gagnent des millions, là, qui marchent la tête basse puis qui rentrent au bureau de François-Philippe Champagne pour aller se faire gronder, aller se faire chicaner. Disons-le, le public aime ça. Là, le public qui est frustré par le prix de l'épicerie aime ça. Donc, il y a un côté où tu dis, c'est quand même de la belle politique. Que ça donne des résultats ou pas pour aujourd'hui, du point de vue du gouvernement Trudeau, c'est de la belle politique. Là, avec l'annonce sur la TPS sur les logements à la fin de la semaine passée, il y a certainement de la part de M. Trudeau une espèce de reprise du contrôle de la discussion politique avec des thèmes qui sont proches des gens. Là. En tout cas, une session qui promet et qui va donner de la matière à nos analystes, ça, c'est sûr. On fait une toute petite pause. Et puis, on vous revient. On va notamment parler du dossier de cette renaissance de Bécancour et du voyage de M. Legault à New York. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Alors, Alexandre, tu me parles d'une femme qui a mangé du tilapia, ce qui devrait être inoffensif à première vue. Ce qui devrait l'être, mais qui s'est révélé ne pas l'être du tout, finalement. Laura Barajas, c'est une mère de famille qui habite en Californie, 40 ans, qui a ramené un poisson, tilapia, qu'elle a acheté dans un marché de San José, ramené chez elle, le cuisiné et tout. Mais elle a failli mourir, Mario, semble-t-il, qu'elle a contracté une bactérie potentiellement mortelle à l'intérieur, Vibrio vulnificus, qui est le nom de cette bactérie-là. On parle d'entre 150 à 200 cas signalés chaque année aux États-Unis, là, quand même. Là, donc, c'est assez rarissime. Toujours dans le poisson, ce qu'on sait? Ouais, on dit en fait que c'est soit dans le poisson, mais la plupart du temps, c'est quand vous avez une coupure ou un tatouage qui est exposé à l'eau de mer dans laquelle vit ce virus-là. Parce que ce serait, après ça, dans les fruits de mer crus et de l'eau de mer, c'est là où on retrouve cette bactérie-là qui a des effets absolument atroces. Puis pour Laura Barajas, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Elle a survécu, mais à quel prix? On a dû la plonger dans un coma artificiel pendant plusieurs semaines. Ses doigts sont devenus noirs, ses pieds sont devenus noirs, tout comme ses lèvres. Septicémie complète, les reins qui sont devenus défaillants. Et le seul moyen pour lui sauver la vie du côté des médecins, ça a été de lui amputer les 4 membres, Mario. Cette les 2 bras et les 2 jambes. Les 2 bras et les 2 jambes. Elle se retrouve là complètement sans aucun membre, va survivre, semble-t-il, autour de tout ça. Mais vraiment, un virus qui habituellement n'est pas aussi dévastateur et mortel, 1 cas sur 5 quand même, il faut le mentionner. Mais habituellement, c'est surtout autour des personnes immunosupprimées là, qu'on a des craintes autour de tout ça. Mais là, peut-être que tu n'as pas la réponse. Est-ce que c'est en ayant mangé le tilapia ou est-ce que... Parce qu'avec ce que tu as décrit avant, est-ce que ça pourrait, par exemple,
si elle avait le poisson entier, elle avait une coupure, mettons, sur un doigt, en préparant le poisson cru, en le travaillant, en le dépeçant. On dit que c'est après l'avoir cuisiné à la maison. C'est les détails qu'on a. Donc, c'est pas précisé si elle l'a mangé. On peut supposer quand même non, que mais c'est même ce qui a si tu été le fait. manges, c'est que tu as pu attraper la bactérie en le mangeant, exemple, si c'est pas assez cuit. Ouais. Mais tu peux aussi attraper la bactérie parce que tu décris, par exemple, de l'eau de mer ou des fruits de mer crus. Ouais. À mon avis, tu pourrais, si tu as une coupure sur une main, tu prépares le poisson, tu le travailles sans plaster ou sans... Tu pourrais, mais c'est ce qu'on a l'impression que c'est. Incroyable. Oui, parce que là, les gens à la maison, là, vous pouvez manger du tilapia sans crainte. Là, en ce moment, là, c'est pas une bactérie qui habituellement est particulièrement là, dans ce poisson-là. Mais comme tu viens de le décrire, c'est ce qu'on a l'impression qui est arrivé. Là. Une coupure, un petit bobo, quelque chose. Puis avant même d'avoir eu le temps de cuire le poisson ou bien le laver, on se retrouve avec cette infection-là. Donc, vraiment, un cas absolument atroce. Là, 4 membres amputés comme ça, ça a fait le tour du monde cette nouvelle aujourd'hui. Un cas extrême, mais qui donne à réfléchir. Merci, Alexandre. Cube Radio. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On revient maintenant sur le reportage du collègue Alain Laforêt là, qui met bien en perspective la vision de la transition énergétique du gouvernement Legault. Là, le premier ministre, d'ailleurs, qui est attendu à New York cette semaine à l'ONU pour ce sommet sur l'ambition climatique. Alors, Paul Bécancour, là, qui se prépare à un boom lié à la filière batterie. Le gouvernement caquiste commence à prendre le taureau par les cornes en matière environnementale. Est-ce qu'on va parler de François Legault de géant vert bientôt? Oui. Quel retournement, là, en 2018. Il n'y avait rien sur l'environnement dans son programme politique. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu à Bécancour. Mario, le parc industriel qui était un désert, là, écoute, c'est énorme ce qui avait été aménagé. Puis tout le monde se disait, un autre éléphant blanc et tout ça. Mais force est de constater une chose, c'est que le Québec se positionne très bien en ce moment dans cette nouvelle révolution industrielle dans le secteur de l'automobile, en tout cas au niveau de la filière batterie. Est-ce qu'on ne peut pas reprocher à ce gouvernement-là de ne pas être conséquent avec ses gestes, alliant, si on veut, des vertus environnementales qui étaient inexistantes il y a quelques années dans ce gouvernement au développement de l'économie actuelle et future du Québec. Cela dit, Mario, il y a des environnementalistes qui sourcillent là, quand ils voient M. Legault qui est sur la liste d'invités à New York, là, qui disent que Québec n'est pas un leader climatique. C'est pas tout à fait ça, là. C'est ridicule, ça. Ça, c'est ridicule. C'est-à-dire que moi, je comprends bien que des groupes environnementaux poussent le gouvernement à en faire plus. C'est leur rôle dans la société, là, puis qui suivent tout ce qui se fait, les statistiques. Ils font leur travail. Mais quand le Québec est un leader environnemental, ne fût-ce que parce que on est les plus petits émetteurs de GES, là, des 60 juridictions, là, 50 États américains, 10 provinces canadiennes, c'est nous qui en émettons le moins. On aura beau dire, ça, c'est grâce à Robert Bourassa qui a développé des barrages, mais Robert Bourassa, il a fait ça parce qu'il a tenu tête, justement, aux environnementalistes. S'ils avaient écouté, on n'aurait pas ça. Donc là, on est quand même, de facto, un leader environnemental de ce point de vue-là. Est-ce qu'on fait parfait? Non. Mais y a-t-il un gouvernement sur Terre? À ce compte-là, dans les conférences, inviter aucun gouvernement, il n'y en a aucun qui est parfait. Donc, tu sais, quand j'entends les environnementalistes qui chialent parce que l'ONU invite le gouvernement du Québec, non. On devrait tous être fiers de ça. Puis que les environnementalistes continuent à pousser sur notre gouvernement qui en fasse plus, c'est bien correct. Mais quand il est invité par l'ONU, on crache pas dans ça. Emmanuel? Oui, je suis d'accord. Puis moi, je pense que ce qui est intéressant, par ailleurs, de toute l'approche du gouvernement, c'est que justement parce que trouver comment marier transition énergétique et développement économique, il est en train d'en faire une vraie politique industrielle dont le Québec va bénéficier, mais pour des années, au-delà de la lutte contre les changements climatiques, parce que c'est toute la productivité, c'est tout le secteur manufacturier qui va être réinventé. Puis, ce qu'il y a d'encore plus intéressant là-dedans, si on l'entend dans le reportage d'Alain, quand il dit... À Bécancour, par exemple, on va mettre en place des centres de formation parce que c'est ça aussi tout le défi, c'est de transformer la main-d'œuvre québécoise pour qu'elle soit à la hauteur de ces défis, de ces nouvelles technologies et donc de réussir à marier tout ça. Je pense que c'est ça le pari du gouvernement et c'est ça qui lui donne beaucoup de crédibilité. Tous les fils attachés, Paul. Oui, mais à contrario, on peut se poser la question, et si le gouvernement du Québec ne faisait rien, laissait passer cette nouvelle
révolution et que, comme historiquement, ça a toujours été le cas, les usines s'installent en Ontario ou dans le nord-est des États-Unis. Donc, le Québec profite de ces avantages objectifs en ce moment. Et aussi, l'autre grand facteur, et je parlais de ce gouvernement qui est conséquent, on comprend bien aussi que les investisseurs, même américains, veulent pouvoir affirmer que leurs biens, leurs produits ont été produits avec de l'énergie propre. Alors donc, ça devient la carte maîtresse du Québec en ce moment. Voilà. Un mot sur les négociations du secteur public avant de se quitter. Les votes de grève là, qui commencent cette semaine, plusieurs assemblées de prévues en santé, en éducation. On sent, Mario, que la pression monte là, des deux côtés. Là. Oui, absolument, absolument. Et les syndiqués du secteur public, sondage en main qui démontrent quand même que la population est sensible à leur cause, pas nécessairement acquise à n'importe quelle demande, mais en tout cas au moins sensible, qui ont des revendications légitimes, partent en tournée. Écoutez, c'est un mois, là, ils vont faire des assemblées à travers le Québec. À la fin de chaque assemblée, un vote secret va être pris et on va demander aux membres est-ce qu'ils sont prêts pour la grève générale illimitée au besoin. Ils répètent sans cesse qu'ils n'ont pas vraiment le goût de la grève générale illimitée, mais que cette fois-ci, s'il fallait, ils seraient prêts à y aller. Par contre, là, ils n'ont pas fait le sondage à savoir si les Québécois seraient d'accord de fermer toutes les écoles et fermer tous les services publics. Là. Payer plus d'impôts pour les payer davantage, eux. Là. Étonné de ça non plus, ils l'ont pas sondé. Vous êtes étonné de l'appui du public aux syndiqués dans ce sondage-là? Ben non, parce que ça fait des mois et des années qu'on parle de la charge de travail des enseignants, de la charge de travail des infirmières. Moi, je pense que le cadeau du ciel pour les syndicats, c'est le fait que les employés de la SQ aient rejeté l'offre de vendredi dernier à 21 % parce que ça a replacé l'enjeu des salaires au cœur de la discussion, alors que le gouvernement avait dépensé beaucoup d'énergie pour mettre la flexibilité, essayer de mettre l'organisation du travail comme la priorité dans ces négociations-là. Bien, grosse manifestation, en tout cas, à suivre ce vendredi, c'est-à-dire le 23 septembre. Merci beaucoup à vous trois. Au revoir. Autrement dit, Cube Radio. C'est ce qui conclut cette émission du lundi, la première de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous pour une autre demain. Cet épisode est maintenant disponible